Tout d'abord, je crois qu'il faut préciser ce qu'on entend par compétence universelle. Ce serait une compétence d'un juge, d'un État qui n'entretiendrait aucun lien avec l'affaire, ni par la nationalité ou la résidence du demandeur ou du défendeur, ni par la localisation des faits, objets du litige. Alors, est-ce qu'il existe des obstacles à l'affirmation d'une compétence universelle entendue en ce sens ? A priori, non, puisque l'état du droit international est encore fixé par une jurisprudence canonique de la Cour permanente internationale de justice de 1927, l'affaire du Lotus, qui précise que le droit international, hormis quelques réserves, quelques limites, quelques exceptions, ne pose aucune contrainte sur l'exercice par les États de leurs compétences normatives juridictionnelles. Alors, sauf exception, c'est-à-dire que la seule limite, mais elle est centrale en matière judiciaire d'effectivité du droit, c'est l'exercice de la contrainte. Mais hormis l'exercice de la contrainte, a priori, un État puise dans sa souveraineté le titre suffisant pour permettre à ces juges de traiter d'affaires qui n'entretiendraient aucun lien, un faible lien ou des liens très forts avec un litige. Donc, a priori, il n'y a pas de problème d'atteinte à la souveraineté. Encore une fois, on pourra en discuter parce que beaucoup d'auteurs mettent en avant l'idée qu'il y aurait peut-être une limite de l'abus à ne pas dépasser, qu'il y aurait une compétence raisonnable, un critère du raisonnable qui s'imposerait à chaque État. Bon, c'est une limite qui est souvent affirmée, mais qui n'a jamais donné lieu à de contentieux, notamment devant la Cour internationale de justice, alors que ce soit en matière pénale ou en matière civile, en fait, surtout en matière civile, des compétences exorbitantes, à défaut d'être complètement universelles, sont pratiquées depuis toujours. Alors c'est vrai que la compétence universelle, on en parle en matière pénale, notamment pour les crimes internationaux, tout particulièrement génocide, torture. Alors en rappelant et en gardant à l'esprit ce que j'ai dit tout à l'heure sur la définition de la compétence universelle, que cette compétence universelle en matière pénale, elle est possible, mais ce n'est pas une obligation. Si je prends l'exemple de la Convention des Nations Unies 1984 sur la torture, alors il y a une obligation de réprimer le crime de torture. En revanche, l'État qui a l'obligation de juger, c'est celui dont l'auteur est présent sur le territoire, dont la victime est présente ou à la nationalité de l'État, ou parce que les faits de torture ont été commis sur son État. Après, on reste sur le principe... si le criminel ou la personne poursuivie s'est réfugiée dans un État qui n'est pas lié à l'affaire par la localisation des faits ou la nationalité des parties, il a le choix. Ou extrader vers l'État qui aurait un titre à juger, un titre particulier à juger, notamment celui où les faits ont été perpétrés, ou s'il n'extrade pas, juger lui-même. Et c'est là que se niche la compétence universelle, parce que il pourrait juger alors que l'affaire n'a aucun lien avec lui. Donc c'est une affirmation, mais une affirmation qui n'est quand même pas si nette, et c'est pas une affirmation de principe sur laquelle tout État est légitime à poursuivre les auteurs d'actes de torture. Et d'ailleurs, quand on regarde la traduction française de la compétence universelle dans le Code de procédure pénale, aux articles 689-1 et suivants du Code de procédure pénale, ce n'est jamais une compétence purement universelle. À chaque fois, le juge français intervient, mais à condition qu'un lien rattache l'affaire au territoire français, et généralement c'est la présence, alors c'est pas un lien très très fort, hein, c'est la présence de la personne poursuivie sur le territoire. Mais même s'il n'est pas très fort, il suffit que la personne soit localisée en France à un moment donné, qu'elle ne soit plus localisée en France à un autre moment,
et la compétence disparaît. Donc une compétence universelle ou quasi universelle en matière pénale, est-ce qu'elle serait possible en matière civile? A priori, oui. Il y a pas rationnellement, il n'y a pas à distinguer entre la matière pénale et la matière civile. Alors, si néanmoins il n'y a pas à distinguer rationnellement entre les deux matières, il y a quand même une distinction qui est faite. Alors, si je reprends encore une fois l'exemple de la Convention des Nations Unies sur la torture, on voit le contraste qui existe entre les aspects pénaux, article 5, et les aspects civils, article 14. Article 14, les États doivent offrir un recours aux victimes de torture, notamment aux fins d'indemnisation. En revanche, il n'est pas dit à quelles conditions un État doit offrir ces tribunaux. Et alors bon, c'est débattu, il y a des recommandations, il y a des opinions doctrinales, mais l'idée quand même, c'est que l'obligation d'offrir un recours en matière civile pèse sur l'État où les faits ont été perpétrés. Voilà, c'est pas une obligation qui pèserait sur n'importe quel État. Donc, il y a une distinction qui est faite. Alors, pourquoi cette distinction pourrait-elle être faite également? Alors, c'est parce que la matière civile permet d'élargir le cercle des défendeurs. Ça peut avoir une importance aussi en matière environnementale, c'est que il n'y a pas de responsabilité pénale de l'État, donc la compétence universelle ne s'exercera que contre des personnes privées. Enfin, du moins des personnes physiques ou des personnes morales, mais jamais contre une entité telle que l'État. En revanche, la compétence universelle en matière civile, elle peut être dirigée vers l'État, contre l'État. Et voilà, donc en matière environnementale, on peut imaginer que si un État est particulièrement laxiste dans la protection de l'environnement, autorise des activités polluantes, ne met pas en œuvre par des dispositifs appropriés, adéquats, les obligations de protection de l'environnement qui pèsent sur lui en droit international, eh bien, on pourra envisager justement ce levier de contrainte, non pas par la voie pénale, mais par la voie civile. Bon, là, ce qui ouvre d'autres difficultés, et notamment l'immunité de juridiction si le juge d'un autre État affirme sa compétence à l'égard d'un de ses pairs, c'est-à-dire d'un État également souverain. Alors oui, parce qu'une compétence universelle, ce que je disais tout à l'heure, la compétence universelle est toujours mise en opposition ou en tension avec un exercice raisonnable. Alors pour pouvoir dépasser cette idée qu'il y aurait une limite raisonnable, qu'un État pourrait abuser de l'exercice de sa compétence, eh bien il faut donner une forte légitimité à l'exercice de cette compétence qui peut justement conduire à dépasser ces réticences, ces préventions à l'égard du raisonnable ou de l'abus. Donc de la même façon que il peut paraître légitime que tout État sur Terre puisse réagir à un crime contre l'humanité, un crime de guerre, un crime de génocide, un crime de torture, bien, de la même façon on pourrait dire que tout État a un égal intérêt à prévenir les atteintes à l'environnement, à sanctionner les atteintes à l'environnement et à prescrire des mesures de nature à restaurer l'environnement. Et cette légitimité, voilà, ce serait un intérêt, voilà, comme les normes, comme les crimes internationaux, comme les normes de Jusqu'au-Ginz, on est sur cette idée d'impérativité internationale, des règles qui s'imposent à tous les États malgré leur souveraineté, et des règles pour lesquelles chaque État a un égal intérêt à leur application et à leur observation. Alors, des obstacles juridiques, il y en a quelques-uns. Le premier obstacle juridique, c'est alors lorsque l'action va être dirigée contre un État, bon déjà elle n'est pas possible par la voie pénale. Si elle s'exerce par la voie civile, ou d'ailleurs un État ou même une autre entité, il y a toujours le risque que le défendeur oppose l'immunité de juridiction. Alors, si c'est un État, il pourra toujours l'invoquer dès lors que l'acte qui lui est reproché se rattache à l'exercice de sa souveraineté. Et de la même façon, des personnes privées, parce qu'ils exercent une parcelle de la souveraineté par délégation ou parce que ce sont des agents de l'État, pourraient eux aussi exciper de cette immunité de juridiction. Et le crime qui a été commis, par exemple le crime contre l'environnement, la violation d'une norme de Jusqu'au-Ginz, n'est pas
n'est toujours pas une raison suffisante pour renverser cette immunité. La deuxième difficulté serait de savoir selon quelles normes vont être évalués les comportements qui seront poursuivis. Alors, si on est en matière pénale, a priori, si c'est le juge pénal français, par exemple, qui est saisi, alors la doctrine de la Cour de cassation est très nette, c'est que si le juge pénal français est compétent, il n'appliquera jamais que la loi pénale française. Bon. Donc, c'est au regard de la loi pénale française que seront jugées les éventuelles atteintes à l'environnement. En matière civile, c'est plus ouvert. Puisqu'il faudra sans doute appliquer voilà, la loi qui sera déterminée par les systèmes de droit international privé. Il est peut-être possible de sortir de cette difficulté en appliquant directement des normes qui seraient définies dans une convention internationale, dans un traité, ou qui seraient reconnues comme des normes coutumières, en dépassant aussi cette difficulté, des normes coutumières qui s'adressent non seulement aux États, ce qui permettrait d'engager leurs responsabilités, mais également qui s'imposeraient aux acteurs privés. Et là, il y a tout un débat justement sur le point de savoir si des normes internationales peuvent s'adresser directement à des personnes privées, et si des personnes privées peuvent être responsables pour violation de normes internationales. La troisième difficulté, c'est qui dit compétence universelle, dit a priori que n'importe quel juge de n'importe quel État pourrait traiter de la même affaire. Bon. Alors en soi, cela renforce l'effectivité des normes, hein, puisque les demandeurs pourraient plus facilement trouver un juge pour entendre leur cause. La difficulté, c'est que plus on multiplie les options de compétences et plus on risque de créer des conflits de procédure. Et il faudra bien déterminer des règles pour résoudre ces conflits de procédure. À défaut, cette compétence universelle pourrait très rapidement se transformer en une arme de harcèlement procédural où tel acteur, telle entité accusée de pollution serait assigné devant de multiples juridictions, pas forcément pour engager sa responsabilité réellement, mais simplement pour l'épuiser financièrement, pour créer une pression médiatique, pour contraindre les dirigeants à négocier une transaction avantageuse pour les demandeurs et surtout les représentants des demandeurs. Donc il y a cette difficulté des conflits de procédure, des concurrences de forts. Et puis il y a une dernière difficulté, l'ultime, mais qui rejoint la limite absolue que pose le droit international à l'exercice par un État de sa compétence, c'est l'exécution de la décision. C'est pas le tout d'avoir un juge qui va trancher une affaire, qui va peut-être reconnaître une responsabilité, même s'il n'a aucun lien avec l'affaire. Autre chose est de savoir ce que sera cette décision. Est-ce que cela restera un tigre de papier, hein, ou est-ce qu'elle aura une effectivité? Mais pour avoir une effectivité, eh bien, il faudra, si le juge qui a été saisi l'a été sur le fondement d'une compétence universelle, ça veut dire que la décision, elle ne pourrait pas être exécutée localement. Il faudra nécessairement l'exécuter à l'étranger. La question, c'est quel sort cet État étranger réservera-t-il à une décision, même légitime, mais qui a été rendue par un juge voilà, sur le fondement d'une compétence universelle et qui ne sera peut-être pas reconnue justement comme raisonnable ou au contraire comme excessive, abusive. Alors voilà pour les obstacles proprement juridiques. Et au-delà de ces obstacles juridiques, alors qui ne sont pas tous insurmontables, hein, mais voilà, au-delà des obstacles juridiques, il y a l'obstacle diplomatique et politique. Alors, on peut pas le négliger, bien qu'on ait des juristes, on peut voilà dire que le droit et la politique ce sont deux choses qui doivent être séparées et voilà qu'il ne doit pas y avoir d'interaction entre les deux. Bon, il n'en reste pas moins que si on regarde l'histoire nationale de la compétence universelle en matière pénale, mais je parle d'une réelle compétence universelle, hein, sans aucun lien, sans aucune attache, c'est-à-dire l'Espagne, sur le fondement de laquelle elle avait réclamé le général Pinochet alors qu'il était au Royaume-Uni, et la Belgique qui avait émis un mandat d'arrêt contre un ministre en exercice de la République démocratique du Congo. Dans les deux cas, voilà, ces situations ont créé de très vives tensions diplomatiques. La Belgique a été poursuivie par la RDC devant la Cour internationale de justice, alors qu'il ne s'est pas prononcé sur le fond de la compétence universelle, savoir si elle était légitime ou pas légitime. Il n'en reste pas moins qu'après ce contentieux, la Belgique a mis un terme à son expérience de la compétence universelle. Et puis, même chose pour l'Espagne, enfin voilà, cette compétence universelle n'a abouti à rien. Deuxième difficulté d'un point de vue diplomatique, c'est que les juges eux-mêmes peuvent être réticents à exercer une compétence universelle
de peur parfois de s'ingérer dans la conduite des relations diplomatiques, des relations extérieures du pays. Donc voilà pour les principaux obstacles. Et puis voilà, si véritablement on s'engage dans la voie d'une compétence universelle, qu'elle soit pénale, civile, après techniquement, voilà, il y a tout un tas de questions qui vont se poser. Est-ce que véritablement on n'exige aucun lien? L'action sera mise en œuvre de quelle façon? Voilà. Alors je pense par exemple à la matière pénale. Est-ce que la poursuite sera réservée au ministère public, comme en matière de génocide? Est-ce que le dépôt de plainte avec constitution de partie civile suffira? Voilà, comme pour le reste des compétences quasi universelles pénales du juge pénal français. En matière civile, est-ce que des associations pourront agir? Est-ce qu'on pourra envisager des actions de groupe? Est-ce que seules les victimes pourront agir et selon quelles modalités? Et puis, que pourra-t-on demander aussi aux juges français? Bon, ce qui rejoint un peu la problématique de voilà, selon quelles normes va-t-on apprécier le comportement, mais un des enjeux majeurs en matière environnementale, c'est de savoir dans quelle mesure la compétence universelle pourra servir à sanctionner des crimes, enfin des atteintes pures à l'environnement, c'est-à-dire qui a priori bien sûr, n'affectent aucune personne dans son corps, aucune personne dans ses possessions, mais simplement voilà l'environnement, alors qui n'affecte personne, mais qui en réalité affecte tout le monde, puisque voilà, des atteintes majeures à l'environnement, bon, l'environnement n'en a rien à faire, mais disons qu'à terme, ça peut compromettre très sérieusement nos conditions de survie sur cette planète.